appelons maintenant Monsieur Ousmane Massinanké. Monsieur Massinanké, votre père a été enlevé à Konna en 2013. Depuis, vous êtes sans nouvelles de lui. Les auteurs présumés seraient des militaires maliens. Pouvez-vous nous raconter les circonstances de cet enlèvement et aussi les conséquences que cela a eu sur vous-même, son fils, et sur votre famille? Vous avez la parole. Bonjour, je salue toutes les personnes qui se trouvent dans la salle et tous ceux qui ont effectué les déplacements. Je m'appelle Ousmane Massinanké, je viens de Mopti dans le cercle de Konna. Je suis marié à 2 femmes, j'ai 7 enfants. J'ai été victime en 2013. En 2013, les militaires sont venus libérer Konna en chassant les djihadistes. Après cette libération, les militaires se sont installés à Konna. Un matin, j'étais dans mon lieu de travail. Les soldats maliens sont venus garer leurs véhicules devant mon lieu de travail. Ils étaient au nombre de 3. Parmi ces 3 personnes, 2 sont descendus du véhicule avec leurs armes. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé où se trouve Ablaye Massinanké. Je leur ai dit que Ablaye Massinanké est sorti. Je leur ai dit que je suis son fils en leur demandant qu'est-ce qu'il y a. Ils ont dit qu'ils ont besoin de lui-même. Du coup, ils m'ont pointé les armes à me demandant de les accompagner là où se trouve mon père. Je leur ai dit qu'il n'est pas loin, qu'il est parti chez un ami au marché. Donc je les ai accompagnés au marché où se trouvait mon père. Arrivé, j'ai dit, mon père, des gens ont besoin de vous. Dès qu'ils ont vu, ils m'ont libéré, ils ont pointé les armes sur mon père. Il les a suivis jusqu'au niveau de leur véhicule. Bon, je les ai suivis aussi. Ils ont dit aux vieux de rentrer dans le véhicule. J'ai dit que moi aussi je rentre, ils ont refusé. Ils sont partis avec lui, moi aussi j'ai pris ma moto, je les ai suivis jusque dans les camps militaires. Ils sont rentrés dans les camps. Les gardes qui étaient à la porte m'ont empêché de rentrer. J'ai dit pourquoi m'empêcher de rentrer? C'est mon père qui a été conduit ici. Pourquoi je ne peux pas rentrer? L'arrestation de mon père s'est passée entre 10h et 11h. Je me suis arrêté devant le camp jusqu'à 14h. Ils ont refusé de me laisser rentrer. Bon, je suis rentré à la maison pour informer mes parents. Je leur ai dit que le vieux a été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Pendant ce temps, les repas étaient prêts. Mes parents m'ont donné le plat de mon père. Je suis parti avec la nourriture au camp. Les mêmes gardes qui étaient toujours ont refusé de me laisser rentrer. J'ai dit que je vais donner la nourriture, ils disent que je ne rentre pas. Je suis resté là-bas de 14h jusqu'à 17h. À 17h, je suis retourné à la maison pour expliquer la situation aux parents. Nous sommes restés dans l'incertitude jusqu'au matin. Tous les matins, j'ai pris ma moto, je suis parti au camp pour voir si mon père est là-bas. J'ai demandé après les gardes, ils ont dit qu'il est là. Je suis retourné au village pour réunir les personnes telles que les maires et ses conseillers, les chefs de village et les membres de notre famille. Nous avons loué un véhicule. Nous sommes partis négocier pour que les vieux puissent être libérés. On a fait toutes sortes de négociations. Ils n'ont pas accepté de nous laisser rentrer dans les camps. Ils n'ont pas accepté. Nous sommes retournés le 3e jour. J'ai pris ma moto pour aller vérifier si mon père était dans le camp. Ils m'ont dit que tous ceux qui ont été arrêtés hier, ils ont été transférés à Sévaré selon eux. Ce n'est pas mon père seul qui a été arrêté, ils étaient nombreux. Pendant cette période, les véhicules personnels n'étaient pas autorisés à rentrer à Sévaré. Bon, j'avais la moto.
Bon, je suis rentré à la maison pour expliquer la situation aux parents. J'ai dit que je vais trouver une solution pour partir à Sévaré. Parce que les militaires sont partis à Sévaré avec toutes les personnes arrêtées. Donc, j'irai voir la situation de mon père. En partant à la sortie de Kona, il y a un poste de gendarmerie. Ils m'ont demandé où je vais. J'ai dit que je vais à Sévaré. Ils m'ont dit, tu n'es pas au courant que ni véhicule ni moto ne va à Sévaré. J'ai dit que c'est mon père qui était arrêté. Ils sont partis avec lui. Ils sont partis avec lui. J'irai les voir. Ils ont refusé. Je suis retourné à la maison. 2 heures après, je suis revenu au poste avec les larmes. J'ai dit que je suis allé voir mon père. Cette fois-ci, ils m'ont laissé partir. J'ai conduit la moto jusqu'à Sévaré. Dès mon arrivée à Sévaré, le premier camp de gendarmerie que je connais, je suis rentré là-bas. Ces camps se trouvent sur la route de Bajangara. Je suis allé demander là-bas. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu d'informations. J'ai quitté là-bas en partant à Moti à droite. Il y a un camp de gendarmerie. Je suis rentré là-bas aussi. J'ai cherché partout. Je n'ai pas vu. Je suis parti à Moti, dans la gendarmerie de Moti, à côté du rond-point. Je suis allé vérifier là-bas. Je suis allé vérifier toutes les prisons qui se trouvent là-bas. Je ne l'ai pas vu. Je suis revenu à Sévaré, toutes les prisons, je connais. J'ai tout vérifié. Je ne l'ai pas vu. J'ai fait cette vérification pendant 3 jours. Je ne l'ai pas vu. Mon père a disparu. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le 3e jour, je suis retourné à Kona pour expliquer la situation aux parents. J'ai réuni les frères pour dire que vraiment j'ai quitté ici pour aller à Sévaré. Vraiment, j'ai vérifié partout à Moti, je n'ai pas vu le vieux. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est vivant ou mort, je ne sais pas. Les enfants et les adultes pleuraient. J'ai dit que maintenant, au lieu de pleurer, nous allons chercher le vieux dans la brousse ou dans les parages de Kona. Il se peut que l'on attaché ou on a jeté son corps quelque part. On a fait 3 jours, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Nous sommes retournés maintenant. Ce vieux est un chef de village, famille. Il avait 3 femmes et 23 enfants. C'est lui le pilier de la famille. Maintenant, le plus grave est que nous sommes indexés. Parce que partout où nous allons, les gens disent que votre père qui a été arrêté, toute la famille Masinaké est choquée. Vraiment. Monsieur le Président, il est vivant ou mort, nous ne savons pas jusqu'à présent. Mes mères n'ont même pas fait le deuil d'abord. Nous qui sommes ses enfants, si nous avions vu le corps, on pouvait dire qu'il est mort. On allait organiser les funérailles, les cérémonies de sacrifice. Moi qui ai été le témoin oculaire, même j'ai peur d'aller dans ma bijouterie maintenant. À chaque fois que je me rends dans mon lieu de travail, j'ai peur. Parce que ce qui est arrivé au vieux peut m'arriver aussi. Au moment des faits, ceux qui étaient les chefs militaires sont connus. L'un est ambassadeur aujourd'hui et l'autre est gouverneur. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, je ne peux pas comprendre que les soldats maliens, nos propres soldats qui sont venus sécuriser les civils, peuvent faire ce genre d'actes. Si c'est d'autres personnes, on peut comprendre. Mais nos propres soldats qui viennent sans demander enlever les vieux comme ça, en laissant ses enfants comme ça, sans dire un mot. On ne sait pas ce que le vieux a fait. Et pourtant, c'est un simple citoyen. Il est toujours dans sa bijouterie, il n'est pas politicien. S'il n'est pas dans sa bijouterie, il est à la maison. Dire qu'il cherchait des postes à être nommé, c'est faux. Il était toujours dans sa bijouterie, c'est fini. Disparaître comme ça, pour rien, on n'a même pas vu son corps pour qu'on puisse faire des offrandes ou bien pour que ces femmes puissent faire le deuil parce qu'on ne nous a pas montré son corps. S'il est vraiment vivant, nous avons besoin de lui. S'il est mort, qu'on nous le dise, on va faire des sacrifices pour lui. Monsieur le Président, voilà ce que j'avais à dire. Nous avons écouté, encore une fois, avec beaucoup d'émotion, votre récit, qui est vraiment un récit poignant. Vous ne savez pas où se trouve votre père, s'il est vivant, s'il n'est pas vivant, s'il est mort. Cette disparition, quelles conséquences? Est-ce qu'elle a eu des conséquences sur votre vie familiale? Premièrement, le souci dans la famille est qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant depuis son arrestation. Deuxièmement, quand des enfants nous demandent des nouvelles du vieux, nous sommes obligés de mentir en affirmant qu'il a voyagé, sinon on ne peut pas leur dire exactement qu'il est décédé. C'est lui le pilier de la famille, c'est lui qui était le chef de famille. À vrai dire, il y a des problèmes. C'est Dieu qui est fort. Donc aujourd'hui, après des années après, c'est depuis 2013, quel sentiment vous anime? Est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous avez un message en direction de la communauté nationale, en direction de l'État? Nous demandons à l'armée malienne et au gouvernement, s'ils veulent envoyer des gens sur le front, qu'ils envoient des hommes sincères. Que le gouvernement essaie de voir ce qu'il peut faire pour la famille de la victime. Parce qu'il n'y a pas de vivre alors qu'il y a des enfants et des femmes. Ils vivent grâce à Dieu. Ils sont toujours inquiets. C'est pas facile vraiment. Que Dieu les assiste. Jusqu'à présent, ils sont dans l'incertitude. Monsieur Masnanke, nous vous remercions beaucoup pour votre témoignage, pour la sincérité de vos propos et aussi pour le message de paix que vous avez lancé à l'intention de la communauté nationale. Je pense que nous travaillons sur les questions de réparation. Je crois que ça, le gouvernement est tout à fait conscient de la nécessité d'offrir des réparations. Ça a été dit dans le discours du gouvernement aujourd'hui. Donc, nous vous remercions infiniment. Nous avons pris bonne note de vos propos, de vos attentes et aussi de votre message. Merci beaucoup. Merci.